Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous du musée avec TV7. Nous vous accueillons aujourd'hui avec Chloé Héninger, attachée de conservation, responsable des collections archéologiques. Chloé, tu as choisi de parler aujourd'hui de Louis Hugo et d'une œuvre phare pour le musée, la mosaïque de Bergheim. Tout d'abord, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de Louis Hugo ? Alors Louis Hugo est né à Strasbourg en 1805. Il étudie d'abord le droit à Paris avant d'intégrer l'École nationale des chartes où il obtient son diplôme d'archiviste paléographe. À partir de 1837, le maire de Colmar lui confie la charge d'être archiviste de la ville de Colmar et 4 ans après, il accepte également de devenir bibliothécaire pour Colmar. En parallèle de ses fonctions de bibliothécaire et d'archiviste, Louis Hugo va créer un cercle d'érudits qui prendra le nom à partir de 1847 de Société Martin Schongauer, cette même Société Martin Schongauer qui créera et ouvrira le musée à partir de 1853 et qui continue aujourd'hui encore à en assurer la gestion. Alors l'archéologie occupe une place de choix parmi les très nombreux centres d'intérêt de Louis Hugo. Par exemple, en 1844, lorsqu'on découvre au sud de Colmar une voie romaine pavée, il va proposer d'y effectuer des fouilles archéologiques. Il demandera aussi au préfet l'autorisation d'explorer l'un des tumuli protohistoriques de la forêt du Castenwald et il aura à cœur aussi d'enrichir les collections du musée, les collections archéologiques, notamment avec des bas-reliefs en grès de la période romaine, comme une stèle figurant un guerrier qui est exposée dans cette salle et qui a été découverte à Bissheim. Nous sommes dans la salle de la mosaïque de Bergheim. Peux-tu nous dire, Chloé, dans quel contexte et comment a-t-elle été découverte ? Alors la mosaïque a été découverte en 1848 à Bergheim. Elle occupait en fait le sol d'une villa romaine, mais c'est surtout une deuxième découverte en 2006 d'une autre mosaïque à proximité immédiate de la première qui a permis de mieux appréhender le contexte archéologique de ces découvertes. En fait, la villa était une villa de taille très importante qui appartenait à un riche propriétaire. On estime sa surface à un peu plus de 7800 mètres carrés. Et on sait également qu'à proximité immédiate se trouvait un petit ensemble balnéaire avec une salle qui bénéficiait d'un système d'hypocauste de chauffage au sol et dont les murs étaient ornés de marbre importé de Grèce. Donc là encore un témoin d'une très importante richesse de cette villa. On estime que la construction de la villa est plutôt située au milieu du IIe siècle, mais par contre les deux mosaïques sont issues en fait d'un aménagement, d'un embellissement ultérieur, plutôt de la première moitié du IIIe siècle. Peux-tu retracer la découverte de la mosaïque et est-ce qu'elle a été documentée ? Alors, l'histoire de la découverte et le transfert de la mosaïque sont assez bien documentés grâce à un texte paru dans la Revue d'Alsace de 1850 qui relate une histoire assez mouvementée de la découverte à l'arrivée au musée et les différents dangers encourus par cette mosaïque. Et la Revue d'Alsace se fait l'écho aussi de l'indignation, de l'inquiétude de l'opinion publique par rapport au traitement qui a été infligé à cette mosaïque, parce qu'il s'agissait en effet d'une découverte absolument exceptionnelle à l'époque, puisque c'est la toute première mosaïque romaine qui a été découverte en Alsace. Alors je vais vous lire un petit extrait du début de ce texte de la Revue d'Alsace pour comprendre un petit peu dans quelle atmosphère en fait cette mosaïque de Bergheim arrive à Colmar. L'opinion, bonne protectrice d'ordinaire, s'est emparée du sujet et l'a fait sien. Elle a demandé aux administrateurs, ainsi qu'aux patrons de la découverte et de la translation, compte des décisions prises et des moyens d'exécution. Sans doute elle arrivait un peu tard, car le mal était consommé. Mais enfin, elle a voulu reconnaître dans la foule des acquisiteurs quels devaient être les accusés. Chacun, isolément, a si bien défendu sa cause qu'aujourd'hui, même l'opinion de quelques-uns est indécise. Dans ce conflit de passion et d'intérêt, de récrimination et de responsabilité, la vérité serait longtemps encore obscurcie si l'on ne se hâtait de mettre sous les yeux du juge les pièces de ce long procès. Elles guideront sa conscience et la justice qui revient à chacun lui sera rendue en connaissance de cause. Alors le ton employé dans la revue est assez dramatique et le récit, on peut le qualifier de plutôt romanesque, mais aussi d'un autre côté d'assez dramatique en termes de conservation préventive du patrimoine. Et c'est une chance aujourd'hui de pouvoir encore admirer cette mosaïque de Bergheim dans la salle où nous nous trouvons, malgré les différentes épreuves qu'elle a subies. Car tout commence en novembre 1848, lorsque un citoyen de la municipalité de Bergheim annonce à la mairie avoir découvert dans son jardin une mosaïque qui lui semble très ancienne. Le maire va tout de suite prévenir le préfet, qui va charger Louis Hugo d'une mission. Il va lui demander de se rendre sur place pour examiner dans un premier temps le monument. Alors une fois sur place, Louis Hugo est tout de suite impressionné à la fois par la qualité d'exécution de la mosaïque, son remarquable état de conservation,
et puis aussi sa superficie, qu'il estime assez rapidement à plus de 80 mètres carrés. Alors par contre, dans son rapport, il souligne que malheureusement cette mosaïque qu'il a découverte à 50-60 cm du sol, en réalité est visible depuis plus de 2 ans, que le propriétaire du terrain avait caché aux autorités en fait l'existence de la mosaïque, et qu'à côté de ça gisent autour de la mosaïque des moellons de construction, du ciment, des tuiles, etc., qui témoignent en fait d'un démantèlement des bâtiments qui l'entouraient. Alors l'une des premières précautions prises par Louis Hugo, c'est de protéger en fait la mosaïque en la recouvrant de paille et de terre pour la protéger à la fois du gel et des dégradations à venir. Et il informe également le propriétaire du terrain que s'il continue ses travaux de nivellement dans son jardin, eh bien, il faut impérativement qu'il mette de côté tous les vestiges qu'il pourrait mettre au jour. Louis Hugo va également entreprendre un travail colossal de dessin du motif de la mosaïque pour bien documenter cette découverte. Se pose ensuite la question de la destination de la mosaïque. Et des commissions vont se succéder. Les magistrats de Bergheim souhaiteraient la conserver sur place, en fait, à la fois pour des raisons évidentes de conservation, mais aussi parce qu'ils ont en tête les retombées à la fois économiques et touristiques que cela pourrait apporter à la commune. Mais il est finalement décidé que cette mosaïque sera installée dans la chapelle du couvent des Unterlinden à Colmar, que la ville de Colmar en deviendra propriétaire grâce à l'aide du département et qu'elle sera donc déposée. Comment s'est passée l'arrivée de l'œuvre dans le musée et la dépose de la mosaïque? Eh bien, la technique employée pour la dépose de la mosaïque est quand même assez destructive, puisqu'il s'agit en fait de creuser en dessous de la mosaïque, de creuser en sape pour la fragmenter et pouvoir la déplacer. Alors l'inspecteur de la ville de Colmar constate dans un rapport à l'arrivée de la mosaïque à Colmar eh bien qu'elle est désormais découpée en 90 fragments, alors certes numérotés, étiquetés, mais la restauration s'avère a priori extrêmement complexe à mener à bien. Alors l'ensemble de la mosaïque est transporté dans la chapelle, on l'installe sur une couche de brocaille, une couche de sable, et puis commencent alors les travaux de restauration, qui sont dans un premier temps loin d'être un succès. À un moment, la ville de Colmar va même faire intervenir un artiste italien qui doit aussi s'occuper de repeindre les murs de la chapelle et qui s'attelle à la restauration de la mosaïque. Alors apparemment, c'est une situation un petit peu compliquée parce que ce personnage en fait veut travailler porte fermée dans la chapelle sans aucun contrôle et sa grossièreté, ce sont les termes employés dans le texte, eh bien indigne les protagonistes colmariens. Finalement, pendant un temps, la restauration va être complètement interrompue face aux échecs successifs et ce sera enfin un atelier parisien qui lui a fait ses preuves en travaillant déjà sur des mosaïques byzantines qui va se voir confier le chantier de restauration pour pouvoir enfin installer, encastrer en fait dans le dallage la mosaïque dans la chapelle et elle sera exposée au pied du retable d'Odyssenheim. La mosaïque a d'abord été présentée dans la chapelle, comme tu le disais, et comment est-elle arrivée dans cette salle? Alors c'est seulement en 1974 en fait qu'une nouvelle campagne de dépose et de restauration de la mosaïque est entreprise pour l'installer dans cette salle qui sera dédiée aux collections de la période romaine et dans laquelle elle est exposée aujourd'hui encore. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la technique de la mosaïque, en quoi ça consiste? Alors justement, en fait, cet aspect technique de la mosaïque, notamment du support, c'est une problématique essentielle pour comprendre les problèmes qu'ont posés la dépose au moment du démontage de la mosaïque en 1848. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit une mosaïque, que ce soit au sol ou sur un mur, eh bien, on la voit en 2 dimensions. Mais il faut imaginer qu'il y a une 3e dimension dans l'épaisseur qui forme en fait le support de la mosaïque. Le mosaïste, quand il travaille, va fonctionner par strates pour la base, le socle de la mosaïque, avec une première couche qui correspond à un radier drainant avec des pierres qui sont soigneusement assemblées. Ensuite, on va venir couler dessus une dalle de béton assez grossier, puis une chape un peu plus fine de béton, et enfin, par-dessus, vient se poser en fait la dernière couche qu'on appelle le lit de pose, sur laquelle en fait le mosaïste va venir placer chacune des tesselles, ces petits cubes de pierre, selon un dessin préparatoire assez précis, et ces tesselles seront liées ensuite par un joint de chaux. Et justement, en fait, cet aspect du support n'a pas été assez pris en compte en 1848. Évidemment, aujourd'hui, on procéderait de manière complètement différente, puisqu'en 1848, en fait, c'est évidemment le support qui s'est complètement désagrégé
au moment de la dépose de la mosaïque. Et aujourd'hui, sur les chantiers de fouilles où on a la chance de découvrir des mosaïques de ce type, et ça a été le cas en 2006 également, on utilise des méthodes beaucoup plus modernes et abouties, avec un système d'encollage, d'entoilage de la surface de la mosaïque, avec des produits qui sont complètement réversibles. Et puis on va suivre un plan de dépose dessiné en amont, très précis, et évidemment restituer une assise rigide à la mosaïque pour permettre à la fois sa conservation et sa présentation. Donc cette mosaïque est importante finalement pour le musée Interlinden, et en quoi ? Eh bien, c'est l'une déjà des toutes premières œuvres à avoir intégré les collections du musée. D'ailleurs, sur les anciens inventaires manuscrits, eh bien, elle porte le numéro 1, AM.1. Et puis, ça a été la toute première mosaïque romaine découverte en Alsace, ce qui en fait une œuvre assez emblématique. Merci Chloé pour tous ces éléments concernant la mosaïque de Bergheim. Et merci de nous avoir suivis pour ce rendez-vous du musée avec TV7. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un nouveau rendez-vous du musée et nous vous invitons, lors de votre visite, à découvrir ou redécouvrir la nouvelle salle d'archéologie. À bientôt.